Très bien, écoutez, je vais vous laisser maintenant la parole, hein, Bertrand, pour nous présenter un peu ce retour de cybersécurité, donc l'importance de bien choisir le bon référentiel d'exigence de sécurité de la société OnePoint. C'est à vous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est OK, on t'entend Bertrand, tu peux y aller. C'est OK. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bonjour Alexis. Ravi d'être avec vous ce matin. Voilà, on approche vers la pause déjeuner. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet autour de la cybersécurité et l'importance de bien choisir son référentiel d'exigence de sécurité. Alors, la présentation elle va se faire autour de cinq parties, une trentaine de minutes, on a prévu maximum. D'abord, je vous présenterai très brièvement OnePoint, qui on est en tant qu'architecte de la transformation digitale. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, notamment dans le concept de security et privacy by design. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais on regardera également quel est par rapport à ce concept, on va dire les impacts au niveau des exigences de sécurité quand on conçoit un nouveau service, une nouvelle application. Ensuite, on détaillera ensemble les différents référentiels d'exigences de sécurité. Vous verrez, il y en a des nombreux référentiels. Ensuite, en termes de démarche, comment choisir son bon référentiel de sécurité. Et ça, on verra qu'il y a plusieurs approches ensemble. Et ensuite, on conclura avec quelques recommandations. Et bien entendu, on se gardera les 10-15 minutes de la fin pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, OnePoint, je vais présenter rapidement. Moi, je suis Bertrand, je suis partenaire cybersécurité au sein du cabinet OnePoint. On est une société assez jeune. La société est née il y a 20 ans à Paris. On a un cabinet spécialisé en technologie sur la transformation digitale. On a un modèle, on va dire, assez disruptif sur le marché, avec beaucoup organisé par filière, par communauté d'expertise. Également, pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on a supprimé les grades dans l'entreprise et on parle de statut et on donne également beaucoup d'autonomie aux aux consultants, aux personnes qui nous rejoignent. En termes de chiffres, on est 3000 collabs, vous voyez les différentes implantations et notamment un maillage sur les territoires français. Et pour l'instant, on est sur un budget qu'on va atteindre fin 2022, un chiffre d'affaires à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. En termes de cybersécurité, parce que c'est ça le sujet également aujourd'hui de cette conférence, donc on est plus de 100 experts sur la cybersécurité. Notre mission, c'est vraiment d'inscrire dans l'ADN nos clients le security et le privacy by design. On a organisé autour de trois filières d'expertise. Alors, je ne vais pas vous les détailler parce que ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais on fait du conseil en cyber, on va dire plus sous l'angle gouvernance de la sécurité, autour de diagnostic, de résilience, de formation à la cyber. On a un pôle également autour de la protection des données et notamment la protection des données personnelles, tout ce qui est notamment RGPD et privacy. Et la dernière filière, c'est autour de la cybersécurité et de la technologie. Mettre en œuvre les différentes solutions de technologie au service du digital. Et on en parle en termes de certification. On est également certifié ISO 27001. Je vais vous en parler plus en détail là, dans la suite de la présentation. Alors, concept qui est important de plus en plus, alors ça fait quelques années, on parle maintenant de security et de privacy by design. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? C'est vraiment se dire, chaque fois que je conçois un nouveau système, une nouvelle application, un nouveau service, j'intègre la sécurité et la protection des données le plus en amont possible. Alors également, pour commencer cette présentation, qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Et je pense qu'en fait, on a tous une histoire avec la sécurité. On remarque des menaces de plus en plus grandissantes. On l'a vu, les médias s'emparent de certaines cyberattaques. On a beaucoup entendu parler ces dernières semaines de Logbit, notamment, qui a touché le portail de Corbeil-Essonnes, qui a touché Thales, différentes entreprises, qui est un groupe de hackers qui est assez actif sur la place.
Donc, on a bien des menaces grandissantes, on a des enjeux de protection des données. Ce qu'on demande également, c'est de délivrer, d'être en time to market et de délivrer le plus rapidement possible un projet. Donc, bien entendu, penser sécurité. Et d'un côté, moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est côté études et côté production, souvent, la sécurité a une mauvaise image et est perçue comme un frein. On se dit, ah là là, à un moment, je mets en place une nouvelle plateforme. Oui, je dois avoir le tampon sécurité. Est-ce que je suis bien compliant par rapport à tel référentiel? Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, pour éviter, on va dire, ces problèmes sur la sécurité et comment répondre à ce paradoxe, dire la stratégie, c'est vraiment d'associer, de prendre en compte le plus rapidement possible les exigences de sécurité et de le faire à chaque étape de projet. Pas le faire seulement en aval, mais plus c'est fait en amont, on va le voir dans la suite de la présentation, mieux c'est. Et également, j'ai vu, il y avait une question précédemment, et également, moins ça coûte cher en termes dans les différents développements. Les référentiels de sécurité, alors également pour vous donner un panorama, plusieurs exemples, il y en a un peu dans tous les sens. Voilà. Donc il y a des référentiels de sécurité spécialisés sur le secteur, notamment sur le secteur automobile. Il y a la norme ISO 21434. En sécurité, il y a la certification 27001 qui n'est pas une obligation. On va le voir par la suite, c'est une norme. Il y a également, vous en avez tous entendu parler, il y a le règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD ou GDPR là, qui est mis en place depuis le 25 mai 2018. Il y a également pour tout ce qui est les hébergeurs de données de santé à caractère personnel, il y a la certification HDS. Il y a également en termes de référentiels, je le cite parce que c'est des référentiels de place, il y a le guide d'hygiène de l'ANSSI, il y a le guide NIST, également de l'ENISA. Donc, il y a également un certain nombre, on va dire, de frameworks, de référentiels de sécurité qui sont importants. La norme PCI DSS, qui est pas, alors une norme qui n'est pas obligatoire au regard de la loi des États-Unis, mais notamment qui protège tout ce qui est les données sur les cartes bancaires. Donc, sur ce slide, je vous en ai cité quelques-uns. C'est absolument pas exhaustif, mais pour vous dire, voilà, c'est important de se dire, j'ai un nouveau projet. Comment je vais choisir ces différents référentiels de sécurité. Également, dans le Security by Design, alors, vous voyez le graphique sur la gauche, on voit, plus on fait du Security by Design, plus on a un ROI favorable. Donc là, on a repris, en fait, chez OnePoint, on développe un certain nombre d'applications, de services pour le compte de nos clients, et on s'est amusé à faire, en fait, le coût de la correction d'une vulnérabilité en fonction du cycle du développement. Donc, ce qu'on remarque, c'est si, dans la phase de développement, s'il faut corriger une vulnérabilité, grosso modo, très en amont, en phase de dev, ça coûte 2 heures. Ça coûte 2 heures. On l'a ramené à un coût journalier. On pourrait dire que le coût d'une vulnérabilité en phase d'identification, c'est 125 €. Plus on avance dans le cycle jusqu'à la mise en production, on remarque qu'en période de test, déjà, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la boucle. Donc, vous voyez également sur le graphique, au début, n'interviennent que, on va dire, les développements, et ensuite, il y a les équipes de test. La mise en production, corriger une vulnérabilité, ça coûte 18 heures. Et ensuite, une fois que le système, l'application, elle est mise en production, de refaire complètement un cycle de dev pour aller corriger une vulnérabilité de sécurité, c'est là où on arrive à un coût pour l'ensemble des équipes. Alors, je parle des équipes développement, test, ops et également sécu. On arrive à un coût de 96 heures. Donc, vous voyez, le coût, il est quasiment, on va dire, multiplié par 10 du développement jusqu'à la mise en production. Et une fois que c'est en prod, ça coûte encore, 7 à 8 fois, suite à 8 fois plus cher. Donc, tout ça pour vous dire, bien entendu, il faut anticiper ces vulnérabilités applicatives par du Security by Design, par appliquer différents référentiels. La sécurité, effectivement, c'est un modèle, c'est quelque chose qui doit être implémenté en continu tout au long du cycle du développement. Et également, quand le projet est terminé, c'est également, il y a toujours des nouvelles vulnérabilités, des nouvelles failles de sécurité, et il faut également appliquer la sécurité. Alors après, sur
Sur la sécurité, qui doit l'appliquer? Est-ce que c'est les parties, est-ce que c'est les équipes sécurité? Est-ce que c'est les équipes test? Est-ce que c'est les équipes développement? Nous, on s'est fait une conviction hein, chez OnePoint, c'est que la sécurité, vraiment, ça doit être appliqué par l'ensemble, par différents profils et des parties prenantes. Ce n'est pas seulement l'affaire des équipes sécurité. Donc, il y a bien un aspect, on va dire, formation des équipes. Je vous ai mis également, alors ça c'est une source hein, sur Journal du Net, un article qui a été apparu il y a quelques temps, et effectivement, ça rejoint les données benchmark qu'on a, c'est que le coût des mesures de sécurisation d'un produit, voilà, c'est 10 fois plus important, j'allais dire, qu'on soit en phase, entre une phase de conception et une phase d'intégration. Donc tout ça pour dire, effectivement, et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, la sécurité, plus on l'applique en amont et également moins ça coûte cher. Alors, si on reprend sur la diapositive suivante, alors, pour les personnes hein, qui font du projet, du développement, on a repris en fait l'ensemble le cycle de vie d'un projet ou d'une application depuis l'étage d'initialisation du projet jusqu'à le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles. Donc, ça marche aussi bien sur un cycle en V ou sur un mode agile. La sécurité, elle doit être intégrée. Bien sûr, on a besoin d'enjeux, on a besoin de connaître les enjeux de sécurité et métiers dans la phase d'initiation, dans la phase des besoins de sécurité. Dès la phase de conception, on commence à se poser des questions. Quelles sont les exigences de sécurité? Quels sont les besoins en termes de confidentialité, de disponibilité, de preuves, d'intégrité? On intègre également des exigences techniques d'architecture. En phase de construction, c'est là où on déploie les différentes fonctions des sécurités. Alors notamment, il y a souvent les mécanismes autour de l'authentification, autour du contrôle d'accès du SSO. Donc, il y a bien une phase de design de ces fonctions de sécurité. Également, préparation sur de l'audit de code et de la vérification technique. Bien entendu, également, une bonne pratique, hein, c'est effectuer des tests d'intrusion ou des pen tests en anglais. Donc, ça, c'est également, ça rentre dans le cycle de vie de la sécurité. Et également, à la fin de la phase de test, dans la gestion du changement, faire en sorte que la nouvelle application, le projet, soit bien intégré dans le plan de continuité d'activité de l'organisation. Et également, derrière, en termes de sécurité, dans la phase de déploiement, bien penser également le processus de livraison, de sécurisation des livraisons des nouvelles versions. Pour la privacy, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est identifier dès le début du projet les données sensibles. Est-ce qu'il y a des données personnelles? Est-ce qu'il y a des données de carte bancaire? Est-ce qu'il y a des données financières? Donc, se poser la question d'identifier les données sensibles. Bien entendu, poser également la question en termes d'exigences réglementaires et sectorielles. Parce qu'une application de santé ou une application financière ne va pas être soumise aux mêmes normes. En phase de construction, bien entendu, penser privacy by design. Quelles sont les solutions retenues pour protéger les données en termes d'anonymisation, en termes d'archivage, en termes de gestion des consentements, entre gestion de demande, et ensuite, bien entendu, effectuer différents tests. Donc ça, on va dire, ça c'est la prise en compte, on va dire, parfaite de la sécurité dans le cycle de vie d'un projet. Sauf qu'on l'a tous vécu, généralement, ça ne se passe pas comme ça. C'est que généralement, on se retrouve avec une sécurité qui est plus appliquée, on va dire, en phase de construction de test, voire en phase de mise en production. Donc, ce n'est pas toujours le cas que les exigences de sécurité sont implémentées en amont. Donc, ce qu'on se pose, c'est sur les référentiels de sécurité. Alors, peut-être c'est important peut-être au départ de parler qu'est-ce qu'on entend par référentiel de sécurité. Donc, il y a 4 typologies, on va dire, de documents qui existent. Il y a des normes. Alors, les normes, généralement, c'est approuvé par un institut de normalisation. Donc, ça peut être l'AFNOR, c'est l'ISO, hein, c'est les plus connus. Donc, une norme,
en fait, on vous dit, vous devez appliquer la norme, vous devez faire ceci. Les standards, généralement, c'est des référentiels de bonnes pratiques reconnus par les professionnels de marché. Donc, c'est plutôt des standards, ça serait bien de le mettre en place. Ça serait bien de mettre en place tel ou tel standard. Un règlement, alors ça, un règlement, il y a une notion réglementaire. Donc, par exemple, le RGPD, c'est imposé. C'est imposé, vous devez appliquer tel règlement sous peine d'une amende. Donc, autant se le dire, un règlement, on n'a pas trop le choix, c'est ce qu'il y a de plus fort en termes de référentiel de sécurité. Et derrière, on a une quatrième typologie de documentation qui sont les frameworks. Donc, un framework de sécurité permet d'aider à mettre en place le bon niveau de sécurité. Si on se projette également sur ces référentiels de sécurité, il y a des référentiels de sécurité internes. Je veux dire, pratiquement dans toutes les organisations, les entreprises, il y a des politiques de sécurité, il y a des chartes de sécurité, il y a des directives, des standards de sécurité. Donc, on va dire le conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà regarder dans une organisation les différentes politiques qui existent déjà au sein de votre différentes entreprises. Une fois qu'on a pris en compte les chartes, les politiques de sécurité, il y a différents référentiels du marché qui existent. Alors, je vous les ai mis sur le slide pour vous donner un maximum de matière. Sur la sécurité, il existe les normes ISO, les normes ISO 27001 et ISO 27002, voilà, qui sont des standards reconnus et éprouvés sur le marché. Il y a également, en termes d'analyse de risque, on parle beaucoup de EBIOS. EBIOS, c'est recommandé notamment par l'ANSSI, tout ce qui est analyse de risque par rapport à un nouveau système. Donc, il y a EBIOS, il y a également MEARI, qui est une norme d'analyse de risque. L'ANSSI publie régulièrement sur son site. Donc, l'ANSSI, l'Agence nationale sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence régalienne en France sur la sécurité, propose des nombreux guides et standards sur les mesures de sécurité à mettre en place. Également, pour ceux qui développent sur des applications web, il y a l'OWASP. Alors, l'OWASP également, qui est un référentiel qui permet d'identifier le top 10 des vulnérabilités critiques sur une application web. Et également, la norme OWASP, elle est également déclinée par langage, par norme. Donc, voilà un OWASP qui est vivement recommandé sur des développements. Il y a les normes ISO 20000, ISO 27034 sur la sécurité des applications. Il y a le NIST, qui est un référentiel cyber, le NIST Cyber Security Framework, qui est un référentiel américain, et la norme PCI DSS. Sur la privacy, bien entendu, il y a la norme ISO 27018 sur la protection des données personnelles dans le cloud. Il y a la CNIL. Alors, la CNIL, on va dire, c'est le cousin de l'ANSSI qui publie également sur son site. Je vous conseille de vraiment d'aller sur le site. Il y a beaucoup de référentiels, de bonnes pratiques. Il propose également des outils pour faire de l'analyse d'impact sur la vie privée. Il y a la privacy, il y a l'HDS sur l'hébergement des données de santé, et également l'ISO 27701. Donc, on va dire que ces référentiels sont relativement cross-industrie pour l'ensemble des secteurs. Et également, ce que je voulais également signaler, c'est qu'il existe des référentiels qui sont focus sur certains domaines d'activité. Donc, notamment pour le domaine nucléaire, il y a une norme qui existe pour le domaine nucléaire. Également, toujours l'ANSSI publie des guides sectoriels sur la sécurité des systèmes industriels. Il y a des normes également sur les véhicules routiers, sur la cybersécurité. La DORA, qui est une nouvelle norme qui va arriver, notamment sur la résilience opérationnelle dans le secteur banque, finance, assurance. Il y a également l'EBA, qui est l'autorité bancaire, qui publie un certain nombre de guidelines sur les différents sujets. Alors, bien entendu, tout ce qui est à l'écran, c'est une liste non exhaustive. C'est les principaux référentiels de sécurité qu'on utilise notamment dans le monde du conseil en sécurité. Il y en a d'autres. On vous a mis également, il y a des codes couleurs pour séparer ce qui est également normes, standards, framework et règlements. Alors, du coup, on l'a vu à l'écran. Maintenant, la question qu'on peut se poser,
c'est qu'il y a beaucoup de référentiels de sécurité. C'est comment le choisir. Alors, comment le choisir? Il y a deux approches. Alors, deux approches qui peuvent être également combinées. C'est soit vous mettez en place une nouvelle, on va dire une nouvelle application, un nouveau projet. Il y a une approche, ce que j'appelle un peu l'approche bête et méchante, qui est l'approche par la conformité. C'est-à-dire que votre nouveau système doit être conforme à tel référentiel de sécurité. Donc, l'avantage d'être conforme à un référentiel de sécurité, bien sûr, ça vous donne un avantage concurrentiel, ça vous donne un label, ça vous donne un gage de confiance. Vous pouvez vous dire telle application, tel projet est conforme et certifié par rapport à telle norme de sécurité. Donc, c'est plutôt, on va dire, l'avantage, c'est vraiment obtenir un label. L'inconvénient, ça demande à redescendre l'ensemble d'un référentiel de sécurité. Ça peut être un petit peu lourd, ça demande du temps, ça demande des délais, ça demande de mettre aussi en mouvement l'organisation, parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui demanderont d'être conformes à tel référentiel. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Après, il y a une deuxième approche. Ce que souvent font les personnes de la sécurité, c'est l'approche par les risques, l'approche par la maîtrise des risques. C'est-à-dire que je prends un référentiel de sécurité et en fonction des risques, je choisis telle ou telle exigence de sécurité pour se dire, donc par rapport aux différents risques à traiter. Ce qui permet d'avoir une approche, on va dire, plus orienté sur les risques, ça évite de descendre un référentiel, je veux dire de haut en bas, un référentiel de sécurité. Ça permet vraiment de s'aligner sur les risques. Après, les deux approches peuvent être combinées. On peut commencer par une approche, on va dire, purement conformité, se dire quel est notre niveau de sécurité par rapport à tel référentiel de sécurité, et ensuite combiner avec des risques. Ce que je vous propose également, en termes de ces deux approches, il faut bien avoir aussi à l'esprit que voilà, ça va dépendre aussi de l'expertise de vos équipes. On ne peut pas tout connaître, les référentiels de sécurité, parce que vous avez vu précédemment, ils sont assez nombreux. Donc, ça dépend également le savoir-faire. Je sais qu'il y a des équipes de sécurité qui aiment bien appliquer, je veux dire, qui ont l'habitude de travailler avec tel référentiel de sécurité. Donc, ça peut jouer en termes de compétences. Également, dans l'approche, par exemple, les pays anglo-saxons sont beaucoup dans des approches, on va dire, conformité, se dire je suis conforme à PCI DSS, je suis conforme, je demande un niveau de conformité par rapport à SOC 2. Voilà, des approches, on va dire, plus conformité. Moi, ce que j'ai pu voir également dans les pays plus européens et en France, on prône plus une approche par la maîtrise des risques. Donc après, j'aurais tendance à dire il n'y a pas une approche, j'allais dire, mieux que l'autre. Ça dépend vraiment de votre organisation, de votre savoir-faire et également de la compétence sur ces différents référentiels. Alors, un exemple d'une mission qu'on a menée récemment pour une scale-up de la FinTech sur le marché français, qui souhaite également cette FinTech, elle souhaite être également sur le marché américain. Au départ, l'organisation nous a demandé, je veux voir mon niveau de conformité par rapport au référentiel ISO 27002. Donc là, on était dans l'approche 1, totalement sur la conformité, de se dire, je redescends le référentiel de sécurité ISO 27002 et de ça, je peux avoir un radar de conformité, ce qui a pu lui donner un niveau de maturité par rapport au sujet. Et maintenant, le fait d'avoir eu ce premier niveau de conformité par rapport à la 27002, l'organisation se pose la question d'être effectivement maintenant, de mettre en place un système de management, un SMSI sur la 27001. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, je commence par de la conformité pour ensuite dégager une opportunité de meilleure maîtrise des risques par une norme de type ISO 27001. Après, ce que je vous propose dans le choix du référentiel, donc chez OnePoint, on s'est un peu amusé. On a pris trois profils types. Voilà, c'est des profils qui peuvent être dans votre organisation.
de se dire, je suis une personne, par exemple, je suis Mathilde, je suis une chef de projet marketing, on m'a confié la responsabilité d'un site web. Ce site web, il est hébergé en dehors de l'Union européenne, mais il vend bien sûr à l'international. Mathilde, elle est accompagnée par un consultant sécurité et elle doit présenter une démarche sécurité pour la mise en, on va dire, pour la mise sous référentiel du site web. Et il y a une PSSI qui existe. Deuxième on va dire, personne, voilà, qui sont des cas que nous, on a déjà rencontrés. On a Rémi. Donc, Rémi, lui, il est en charge du développement d'un nouveau logiciel embarqué. Donc, c'est pour l'automobile. Il réalise son logiciel en langage C. Il y a une partie des données qui est stockée dans le cloud. Il n'y a pas de données personnelles. Et également, il y a des référentiels qui existent dans son organisation. Donc ça sera la deuxième personne sur laquelle on va simuler le choix du référentiel. Et le troisième, c'est Nicolas. Alors Nicolas, c'est un auditeur, un consultant en sécurité. Alors lui, il travaille dans le secteur public pour le compte d'une collectivité territoriale et on l'a chargé de faire un audit de sécurité de l'architecture des applications et également une attention particulière sur la confidentialité et la disponibilité des données. Il y a également, je précise, il y a des données de santé. Donc, si on met ça en mouvement, donc on se remet dans le contexte d'un cycle de vie d'un projet. Donc, on se retrouve avec Mathilde. Elle initie son projet. Bien entendu, qu'est-ce qu'elle doit faire? En première phase, déjà, c'est prendre en compte la politique de sécurité de son organisation. Donc, faire en compte, déjà, analyser dans la PSSI, est-ce qu'il y a des exigences de sécurité par rapport à la refonte d'un site web? Une fois qu'elle a pris en compte la prise en compte de la PSSI, vérifier également, mener une analyse de risque sur son site web. Quels sont les risques sous-jacents de ce site web? Est-ce que c'est des risques de defacement? Est-ce que c'est des risques de sortie de données? Également, prendre en compte les aspects RGPD. Est-ce qu'il y a besoin ou pas de mener une analyse d'impact sur la vie privée? Également, on l'a vu dans la présentation de Mathilde, on a vu que c'était un site marchand. Donc, site marchand, qui dit site marchand, dit donner des données cartes bancaires. Donc, prise en compte, il faudra à un moment ou un autre prendre en compte les standards de type PCI DSS. C'est un site web, donc choisir l'OWASP, qui paraît un excellent choix pour le développement d'une application web. Et également, ce qu'on devra se dire, c'est qu'à la fin du test ou quand l'application sera mise en production, il faudra mener des formations de sensibilisation par rapport, alors il existe également des MOOC sur le CNIL et sur l'ANSSI, et également peut-être par rapport à la refonte de ce site web, on pourra se poser la question, la mise à jour de la PSSI. Si je prends un deuxième exemple, c'est Rémi. Alors Rémi, vous vous rappelez, Rémi, lui, développe un logiciel embarqué pour l'automobile. Donc, bien entendu, Rémi, en amont, doit prendre en compte les référentiels internes de son organisation. Donc, regardez, est-ce qu'il existe différents standards politiques de sécurité dans son organisation autour de l'automobile. Prendre en compte également, puisque c'est de l'automobile, la norme ISO 21434. Mener également une analyse de risque et prendre en compte la NSSI, les guides cybersécurité des systèmes industriels. Également, puisqu'on l'a vu dans l'introduction, il y a du langage C, donc prendre en compte des règles de développement, sécurité dans du langage C. On a vu également qu'il y avait du cloud, donc se poser la question de prendre un référentiel de sécurité. Et on peut recommander le Cloud Security Alliance, qui recommande un framework de sécurité sur les contrôles de sécurité à mettre en place dans le cloud. Et bien entendu, une fois qu'il a pris en compte ces différents référentiels de sécurité, mettre à jour, se reposer la question, mise à jour des référentiels de sécurité interne. Troisième exemple, Nicolas. Donc Nicolas, lui, c'est un consultant, un auditeur sécurité dans la collectivité. Donc, qui dit collectivité, dit secteur public, donc prendre en compte les guides de l'ANSSI sur la sécurité numérique des collectivités territoriales, des guides qui sont disponibles en ligne. Puisque c'est une collectivité en analyse de risque, là, on va choisir plus une méthodologie de type EBIOS.
et BioCRM, voilà, qui est la méthodologie d'analyse de risque qui est proposée toujours par l'ANSSI. Se poser également la question des normes de ISO 27001, 27002, la CNIL, bien entendu, et réaliser une analyse d'impact. On a vu également, vous vous rappelez, il y avait l'hébergement des données de santé, puisqu'il y a des données de santé, donc prendre en compte le référentiel HDS, et également prendre en compte, puisqu'il y a des notions de disponibilité qui sont assez importantes, prendre en compte également dans sa réflexion l'ISO 22301 pour un système de management en continuité d'activité. Donc, vous voyez, dans ces 3 exemples qui sont assez parlants, que ce soit Mathilde, Rémi ou Nicolas, à chaque besoin, à chaque organisation, ce n'est pas toujours les mêmes référentiels de sécurité qui doivent être pris en compte. Donc, il doit bien avoir une réflexion par rapport aux enjeux métiers et aux risques, d'adapter le choix du référentiel, bien entendu, par rapport au contexte. Je vais entrer dans la dernière phase de ma présentation en termes de recommandations. Également, ce qui est également une bonne pratique dans vos différentes organisations. Les référentiels de sécurité, ça bouge énormément. Donc, il est indispensable de gérer de la veille, gérer une évolution, s'informer. Donc, il y a différentes cellules de veille qui existent. Je vous en ai mis certains sur le slide. Qui sont des référentiels sur les nouvelles normes qui vont apparaître. Donc, il y a bien une veille quasiment continue à regarder sur ces différents référentiels de sécurité. Nous, par exemple, chez OnePoint, je vous donne un exemple, nous, ce qu'on met en place, on met en place une veille cyber, c'est-à-dire toutes les semaines, on regarde les différentes news cybersécurité et est-ce qu'il y a des nouveaux référentiels sur le marché qui doivent être pris en compte par les différentes organisations. Donc, ça, c'est une bonne pratique qui est indispensable. Le deuxième également, c'est quand on parle de créer de faire des exigences de sécurité. Pour nous, la conviction qu'on a, c'est qu'il faut avoir quand même de l'outillage. Donc, il existe différentes solutions du marché qui existent, qui permettent de gérer des référentiels de sécurité. Donc, c'est souvent des normes, des outils, ce qu'on appelle autour de la GRC, de la gouvernance, risque et conformité, qui permettent, dans ces logiciels, ça permet de charger différentes référentiels de sécurité, soit des référentiels de sécurité externes, soit des politiques internes, et de mesurer le niveau de conformité par rapport à telle ou telle solution. Donc, l'outillage peut devenir assez rapidement indispensable quand on veut avoir une approche, on va dire, de mise en place de référentiels de sécurité. Et pour conclure, voilà, plusieurs takeaways par rapport à cette conférence. On l'a vu ensemble, il y a une multitude de référentiels de sécurité. Donc, c'est important de bien les connaître et également de les adapter par rapport au contexte. On l'a vu également, il y a des référentiels, il y en a qui sont obligatoires, notamment tout ce qui est les référentiels, on va dire, réglementaires, mais il est important de tenir compte, il y a des référentiels qui sont applicables, incontournables, d'autres qui peuvent juste servir pour la mise en place de vos différentes nouvelles applications. Il y a également, dans les référentiels, c'est important de bien comprendre les objectifs visés. Donc, se poser la question, quel objectif de sécurité je me pose le plus en amont possible. Prendre en compte également l'expertise sur ces différents référentiels par rapport aux interlocuteurs. Les interlocuteurs, c'est effectivement, c'est impliquer les responsables projets, les MOA, les experts métiers et les experts cybersécurité et protection des données. Nous, ce qu'on fait, ce qui marche assez bien, c'est que souvent, c'est de réunir par groupe de travail, par groupe d'expertise, avec des groupes qui sont assez ouverts et de se reposer la question, quels sont les référentiels de sécurité que je dois mettre en place. Et également, le choix dans ces référentiels de sécurité, se poser bien la question déjà de le faire le plus en amont possible
moi, je peux que vous recommander d'appliquer une démarche de security by design le plus en amont de projet. Alors, parfois, ça peut être assez rapide, hein, se poser les bonnes questions dès le départ du projet. Alors, j'espère que je suis dans les temps. Je n'ai pas trop débordé. Largement. Alexis, je te rends la main. Ouais, écoute, c'est parfait. Merci encore pour cette présentation un peu spécifique. Hein, on est dans la sécurité. Très intéressante. Tu as brossé vraiment un petit peu tout le panel de ce qu'on peut retrouver autour de ces aspects-là. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui a posé de questions pour le moment. Hein. C'est ce qui est écrit dans les questions. Donc, peut-être que tu as été trop parfait, trop. Hein. J'espère que certaines questions vont apparaître. Sinon, des personnes qui sont présentes aussi bien comme moi au niveau de l'organisation, s'ils veulent poser des questions sur cette présentation, ce sera avec plaisir. Ah, première question, super. La première est toujours la meilleure. Y a-t-il un référentiel de sécurité qu'un test manager ou un responsable QA peut appliquer à son niveau, en plus de l'OWASP qui est orienté dev? Alors, merci pour la question. Effectivement, oui, dans la question, il y avait une partie de la réponse. Effectivement, pour du site, pour du site web, effectivement, c'est bien l'OWASP. Après, pour la mise en place d'une nouvelle application, d'un nouveau système d'information, on l'a vu dans la présentation, il y a plusieurs référentiels. Il y a quand même plusieurs normes qui sortent, notamment tu as l'ISO 27002 qui définit un certain nombre de contrôles de sécurité, tant sur l'aspect technique et organisationnel, et également un référentiel sur lequel on utilise de plus en plus, ça peut être le NIST, le NIST Cyber Security Framework. Ces référentiels, ils sont directement en ligne. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. J'espère que ça répond à la question. Si la personne veut reposer une question ou aura des détails, qu'elle n'hésite surtout pas. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui sont posées. Je vais meubler un petit peu. Tout d'abord, je vais te remercier pour cette belle présentation. Ah, voilà, une deuxième question qui arrive, c'est parfait. Je ne sais pas si tu la vois. Alors, je suis en même temps sur la fenêtre. Excuse-moi. Existe-t-il des référentiels pour nous aider à identifier les risques pour notre SI ou application? Identifier les risques, bien sûr. Recommander pour l'analyse de risque EBIOS CRM. Voilà, c'est la méthode qui est prônée par l'ANSSI. Également, il y a d'autres méthodes d'analyse de risque, dont j'ai parlé dans la présentation, qui sont MEARI, qui sont ISO 27005, qui sont d'excellentes méthodes d'analyse de risque. Après, pour répondre à la question, j'aurais tendance à dire, pour répondre à ta question, utilise la méthode d'analyse de risque sur laquelle les gens ont des compétences, qu'ils maîtrisent. Peu importe la méthode d'analyse de risque, l'important, c'est vraiment d'avoir les compétences et de mener ce travail, avec les différentes parties prenantes. Mais pour une prise en main, moi, je pourrais te recommander EBIOS-CRM, qui est organisé autour de 5 ateliers, qui est assez facile à prendre en main. Autre question, y a-t-il un référentiel de sécurité quant à des outils tiers que nous pourrions mettre dans nos architectures logicielles, des specs et ou des vérifications d'écosystèmes? Alors, pour des applications tiers, moi, j'aurais tendance à dire c'est les mêmes. Alors, ce que je comprends ce que je comprends dans la question, c'est pour des applications qui ne sont pas on-premise, qui ne sont pas hébergées dans le système d'information, qui sont par rapport à d'autres, soit par des sous-traitants ou par d'autres personnes. Typiquement, j'aurais tendance à dire, moi, c'est les mêmes référentiels, sauf que dans le cas où là, c'est un sous-traitant, il faut gérer la sécurité différemment. C'est régulièrement mener des audits, pouvoir se poser les bonnes questions sur le niveau de sécurité. Mais tous les référentiels que j'ai cités dans la présentation peuvent être également appliqués dans le cadre d'un tiers. Oui, merci beaucoup. Quatrième question, pour le secteur public français, quel référentiel de risque adapté sans doute, je pense que c'est ce que ça veut dire. Il y a le RGS pour les collectivités et si on parle d'analyse de risque, EBIOS CRM. EBIOS CRM, c'est ce qui revient, c'est vraiment
la méthodologie qui a été quand même, pour ceux qui ont connu EBIOS déjà il y a quelques années, qui a été simplifiée, qui est beaucoup plus accessible. Donc, pour le secteur public, je ne peux que te conseiller EBIOS RM pour l'analyse de risque. Ok, donc je fais encore un petit appel pour savoir s'il y a d'autres questions que vous voulez poser à notre intervenant Bertrand Elfre, avec grand plaisir de... Elfray, je crois. Elfray, pardon, excuse-moi. C'est Elfre, Alexis, mais pas de souci. Pas de souci. Souvent, en français, on met en français, on rajoute Elfray, mais c'est Elfre. Alors, tu sais qu'est-ce qui m'a induit en erreur? Il est à côté de moi. Hein, il c'est s'appelle Cyril. Monsieur... Autant pour moi. C'est Cyril Babin aussi. Ah, bon, c'est pas grave. Salut Cyril. Et au passage, s'il n'y a pas de questions, je voulais remercier cette présentation. Je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait également avec Cyril Babin, là, que vous avez vu à la caméra. Je voulais également recommander Franck. Franck Havard qui a travaillé sur cette présentation. Manon Descamps et Vincent Raymond. Voilà, on est tout un collectif chez OnePoint pour vous apporter cet éclairage sur le référentiel de sécurité. Et je crois que dans les journées de l'ingénierie, c'était une première fois là qu'on pouvait mettre de la sécurité. Donc moi, ravi, j'espère, ravi de vous avoir pu partager notre retour d'expérience sur le sujet. Ah, il reste une petite question quand même qui vient de tomber. La sécurité n'est pas mon domaine, mais concernant les risques liés aux outils tiers. Je pense qu'au SDK utilisé par les équipes qui présentent souvent des failles comme des 0 days ou autres, etc., comment peut-on limiter ces risques à notre niveau? Alors, sur par définition, les 0 days, c'est des failles qui arrivent tout de suite. Je ne vois pas vraiment pour limiter en amont, c'est vraiment ce qu'on peut faire sur une 0 days, c'est en général patcher le plus rapidement possible et généralement, les éditeurs sont au courant des bonnes pratiques. Après, la recommandation, c'est vraiment la sécurité. C'est mener très régulièrement des tests, des audits de sécurité, quasiment en continu pour identifier ces nouvelles vulnérabilités. Mais sur une 0 days, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Y a-t-il des avancées en termes d'IA et de sécurité? Merci pour celui qui a posé la question. Moi, la conviction que j'ai, c'est vraiment l'intelligence artificielle et on voit de plus en plus dans des systèmes de détection de type SOC, de type SIEM. On va dire l'intelligence artificielle, vraiment, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour la cyber, notamment d'améliorer nos capacités de détection. Donc, moi, je vois plutôt ça, notamment sur, on va dire, c'est un bon mouvement, effectivement, que l'IA et la cybersécurité travaillent ensemble. Ben super, que des bonnes questions là pour terminer. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais en remercier encore une fois Bertrand Elfre pour cette belle présentation et cette ouverture sur notamment la sécurité. Je vous rappelle également, alors je reviens rapidement sur la présentation qui est ici, je vous rappelle également que nous avons encore une dernière journée, alors je reviens dessus, elle est ici. Demain, nous aurons 2 présentations encore, celle dans l'embarqué avec Valeo, sur comment optimiser la gestion des exigences provenant de différentes sources, parties prenantes et outils d'ingénierie, et clarifier et pérenniser vos US par parcours métier. Et puis avant de nous quitter également, je vous demande de passer au sondage, puisque nous avons au niveau des sondages, entre également, vous demandez un petit peu comment vous avez trouvé les différentes présentations qui ont été réalisées aujourd'hui. Et puis il y a des questions sur, comme vous disiez tout à l'heure en introduction, sur ce que vous attendiez peut-être sur la prochaine GFIE en termes de thématique, donc, et puis organisationnel. On va vous demander des petites questions, donc surtout de cliquer, merci d'avance de cliquer sur l'onglet sondage et de répondre aux questions qui sont posées. Ça nous permet, nous, d'avancer et de nous améliorer année après année. Bertrand, je te souhaite plein de bonnes choses. Oui. Peut-être à bientôt, peut-être que je viendrai voir des stagiaires chez OnePoint cette année. Je te ferai avec un petit coucou avec grand plaisir. Avec grand plaisir également, avec plaisir qu'on t'accueille avec Cyril et toute l'équipe. Super. Merci encore. Bonne journée à tous et à toutes. Et les supports seront disponibles. J'ai vu la question passer. Les supports seront disponibles. Oui, et les vidéos aussi. Et les vidéos aussi. Tout à fait. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.
Je laisse encore quelques instants pour les personnes qui ont voté pour le sondage, si c'est possible. Merci beaucoup. Et puis, on va vous souhaiter un bon appétit si vous n'avez pas le temps de manger. Sinon, plein de bonnes choses pour cette journée. Et puis, on espère vous retrouver demain pour cette présentation qui aura lieu toujours aux mêmes horaires. On commence à 11h30 et on finit avant 12h30, avant 13h30, pardon, de façon à ce que vous ayez évidemment la possibilité de continuer vos occupations de la journée. Et bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses également. Bonne journée et puis à demain. Au revoir.